C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Ce matin, plusieurs titres importants à la une des quotidiens israéliens, mais ceux qui se rapportent au sort de Nahama Issachar sont d'une certaine manière les plus imposants. En effet, le Yediot Aharonot consacre ce matin la moitié de sa première page à ce qu'il appelle l'espoir de la famille Issachar. Le journal nous montre en effet une photo de Yafa Issachar et de sa fille Liad qui sont rentrés hier de Russie. Et l'on se souvient que Yafa Issachar avait affirmé qu'elle ne rentrera pas en Israël tant que Nahama n'aura pas été libéré. Alors Nahama n'est pas encore libre, mais Yafa ne cache pas son optimisme à l'approche de la visite de Vladimir Poutine en Israël et face à l'éventualité que celui-ci gracie Nahama. Elle déclare « Je demande à tout le monde de respecter le président Poutine. Je crois qu'il permettra le retour de Nahama à la maison. S'il n'y a pas de surprise, je retournerai en Russie prochainement pour la ramener. » Le Israël Hayom lui aussi consacre une partie de sa manchette à cet espoir et titre « Semaine critique et déterminante pour le sort de Nahama, avec tout de même un bémol en forme d'avertissement qui vient de certaines autorités israéliennes. Évitons les bavardages, ils ne peuvent que causer des dégâts. Le Yediot Aharonot nous révèle que certains des dessous de cette affaire et le journal explique que lors de leur conversation téléphonique la semaine dernière, Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine auraient évoqué la possibilité pour M. Netanyahou de faire, lors de la cérémonie de commémoration de libération du camp d'Auschwitz, ici à Jérusalem, au mémorial du Yad Vashem jeudi, une déclaration qui recadrerait d'une certaine manière le rôle de la Pologne dans la Seconde Guerre mondiale. On sait en effet que Andrzej Duda, le président polonais, ne sera pas en Israël cette semaine parce qu'il n'a pas été convié à prendre la parole. Mais derrière cela, eh bien, il y aurait des tensions entre la Pologne et la Russie, justement. À propos du rôle joué par la Pologne, la Russie accuserait la Pologne d'avoir joué un rôle déterminant dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Une déclaration de Benyamin Netanyahou ou du président Poutine allant dans le sens de la Russie au détriment de la Pologne pourrait permettre plus facilement à Poutine de gracier Nahama Issachar, donc affaire à suivre. Second grand titre, celui en manchette du Israël Hayom qui a choisi de nous présenter les principaux thèmes de campagne électorale des formations politiques en perspective des élections du 2 mars prochain. Au Likoud, on a choisi de surfer sur la vague de popularité des meetings organisés pour les primaires pour la présidence du parti et donc de faire sortir au maximum sur le terrain le Premier ministre. Au sein de Bleu-Blanc, on a décidé de tout faire pour éviter que la campagne se focalise contre Benyamin Netanyahou et l'on a l'intention donc d'insister sur la plateforme politique présentée par le parti. Au sein de l'Union Meretz travailliste, on fera tout pour ne pas perdre des voix au profit de Bleu-Blanc. Au sein de Yamina, à droite, on insistera sur le message clairement nationaliste de la formation. Quant à Israël Beitenou, d'Avigdor Lieberman et aux orthodoxes, eh bien, ils devraient se livrer durant cette campagne électorale à une guerre sans merci sur le dossier des relations entre État et religion. Enfin, la liste arabe unifiée entend œuvrer sur le taux de participation de son électorat avec pour objectif d'atteindre les 15 mandats. Le scoop de la soirée d'hier, le scoop politique de la soirée d'hier sur les chaînes de télévision revient à Amit Segal de la chaîne 12 qui a révélé que les partis orthodoxes auraient proposé à Itamar Ben-Gvir, le leader d'Otzma Yehudit, un poste de ministre dans le prochain gouvernement Netanyahou, si bien entendu le Premier ministre devait le former, et ce en échange d'un renoncement de Ben-Gvir à faire campagne de manière indépendante à la tête de son parti. En effet, on estime dans le bloc de droite que le parti Otzma Yehudit n'a aucune chance de passer le seuil d'éligibilité, mais qu'il risque de faire perdre à la droite 2 voire 3 mandats précieux, d'où cette proposition. Pour l'instant, Ben-Gvir refuse de répondre. Il s'est contenté de dire qu'on lui a fait ces derniers jours plusieurs propositions alléchantes. Ceci étant, et en attendant que la campagne soit pleinement lancée, ce qui préoccupe le Likoud actuellement, c'est le débat sur l'immunité parlementaire du Premier ministre. L'ensemble des quotidiens israéliens se font l'écho de ce qu'ils appellent la colère au Likoud à la suite de l'annonce par Yuli Edelstein de la tenue d'une séance plénière du Parlement israélien qui votera en faveur de la formation de cette commission parlementaire, la seule habilitée à lever ou non l'immunité de M. Netanyahou. Les observateurs s'accordent à penser qu'Edelstein est entre le marteau et l'enclume, entre le refus de Benyamin Netanyahou de voir l'actuel Knesset débattre de son immunité parce qu'il sait qu'elle risque de lui être retirée, et la nécessité de conserver son statut de président consensuel qui doit donner suite aux exigences de tous les partis comme celle de Bleu-Blanc de réunir la plénière. Hier, Edelstein a donc tenté de gagner du
temps en affirmant qu'il réunira la plénière, donc pas cette semaine en raison de la visite en Israël de 40 chefs d'État pour les commémorations de la libération d'Auschwitz, mais uniquement mardi prochain, le 28 janvier. Cela ne convient pas à l'entourage du Premier ministre qui, dans le Maariv et dans le Haaretz, accuse Edelstein d'être tombé dans le piège tendu par la gauche et d'avoir cédé aux pressions de Bleu-Blanc. Fin de citation. Dans le Yediot Aharonot, la menace est plus claire encore, puisque c'est comme nous ferons tout pour puisque c'est comme cela, eh bien nous ferons tout pour que Yuli Edelstein ne puisse pas être le prochain président de l'État, affirment certains des proches du Premier ministre. Le Yediot Aharonot, lui, revient sur les révélations publiées hier dans son édition sur le nombre important de jeunes Israéliens exemptés du service militaire, en particulier la proportion élevée qui sont exemptés pour des raisons psychologiques. Selon cette enquête, un jeune Israélien sur 3 en âge d'être appelé sous les drapeaux est dispensé pour différentes raisons. Beaucoup le sont pour des raisons religieuses, les jeunes arabes israéliens pour des raisons évidentes, mais on a constaté une nette augmentation du nombre de jeunes qui sont dispensés en raison de leur instabilité psychologique. C'est le cas pour 8% de ces jeunes-là. Et le journal explique que l'on comprend au sein de Tsahal qu'il ne peut s'agir que d'un problème purement militaire et qu'il s'agit plutôt d'une question sociale et éducative. Et puis ce matin, le Israël Hayom, à l'occasion des commémorations de la libération du camp d'Auschwitz, le journal nous relate l'émouvante histoire de Pinchas et Ita Bornstein, qui étaient détenus dans le camp d'Auschwitz-Birkenau et qui ont réussi à se faire passer des lettres d'amour et de soutien durant leur détention. Pour ne pas être repérés par leurs tortionnaires nazis, ils détruisaient ces lettres au fur et à mesure. Mais ils ont conservé la dernière lettre de Pinchas qui a participé à la marche de la mort et ils ont survécu à Auschwitz tous les deux. Leur fille Hélène Lazar, qui est montée en Israël en 1968, a décidé de remettre au Yad Vashem cette ultime lettre d'amour durant leur détention donc à Auschwitz. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.